Merci beaucoup pour cette intervention. Et je pense qu'on ne pouvait pas rêver d'une meilleure transition parce que dans votre intervention, vous appelez au partage des connaissances et des éléments qu'il y a au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et pour le suivi du littoral en Afrique de l'Ouest, cette mission dans l'écosystème des institutions au niveau régional a été confiée au Centre de suivi écologique de Dakar, qui suit un peu la dynamique au niveau du trait de côte et qui régulièrement essaie de mettre à jour le schéma directeur avec un bilan qui est établi tous les 5 ans. Alors, sur ce, je voudrais donc laisser la parole au Dr Mbo, directeur du Centre de suivi écologique du Dakar, pour nous présenter rapidement les mécanismes de gestion de la côte en Afrique de l'Ouest et notamment ce qui concerne la gestion des flux de sédiments. Dr Mbo, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher collègue Christophe, pour avoir donné l'opportunité au Centre de suivi écologique de dire 2 mots en 15 minutes sur cette question importante du transit sédimentaire et de la gestion des sédiments sur les côtes ouest africaines. Je vous présente, je suis directeur général du Centre de suivi écologique, mais les idées que je vais présenter ici sont celles de l'unité que nous avons au sein du Centre de suivi écologique, qui travaille depuis 20 ans sur ces questions côtières, avec le leadership de Dr Moussa Sall, que vous connaissez certainement tous, et bien d'autres collègues qui, pendant de longues années, ont accompagné tous les projets qui se sont investis dans la gestion des côtes au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Je l'avais dit pendant mon propos préliminaire que j'ai eu le privilège d'avoir accompagné le gouvernement du Sénégal en 2010-2011 sur les initiatives qui ont été prises pour la gestion de l'érosion côtière. Et c'était avec justement l'appui du gouvernement du Japon, le JICA, qui nous avait formés à Yokohama, à Paris et à Niigata sur les approches de gestion de l'érosion côtière. Et je voudrais ici présenter nos remerciements pour ce transfert de technologies et de connaissances qui nous ont valu beaucoup de satisfaction en ce moment dans la gestion des sédiments. Les côtes, comme vous le voyez sur le premier slide, c'est des endroits qui sont très fascinants, très riches en biodiversité, où l'intensité de l'activité économique est très élevée, où les densités de population sont extrêmement importantes, donc où les enjeux humains et les enjeux biophysiques sont réels. Je le dis parce que nous travaillons tous dans un contexte où le changement climatique entraîne une élévation du niveau de la mer. Et il y a des études récentes qui ont été publiées dans Nature qui montrent effectivement que les deltas sont en train de s'enfoncer, les plages sont en train de se dégarnir. Avec ce processus, il y aura beaucoup de pertes et de dommages qui vont affecter sur le long terme à la fois les économies et les sociétés humaines. Et l'importance donc de ce sujet de transit sédimentaire s'inscrit dans ce contexte et il me plaît de partager quelques idées pour animer la réflexion et la discussion, des idées qui seront versées dans le travail de l'Observatoire du littoral ouest africain dans lequel le CSE joue un rôle important. J'essaie de... Voilà. Donc, je voudrais d'abord, ce qui concerne la question de cette gouvernance des zones côtières et des sédiments, dire que c'est important de parler des mesures, des contre-mesures, des processus qui se passent, mais c'est beaucoup plus important pour nous de faire une réflexion sur les mesures anticipatives, sur les mesures de prévention. Et ça, c'est souvent, c'est là où le bas blesse. On laisse souvent les problèmes nous tomber dessus, pour ensuite commencer à faire des rattrapages, à boucher des trous. Et souvent, ces solutions très rapides que nous mettons en œuvre sont des solutions qui ont beaucoup d'impact négatif sur l'environnement par la suite. Le deuxième point que je voudrais partager à d'aller dans le détail, c'est la nécessité d'harmoniser les méthodologies de surveillance. Donc, cette notion d'observatoire, j'ai mentionné l'observatoire sur le littoral ouest africain, mais dans chaque pays, cet observatoire ouest-africain doit se décliner à un effort national d'observation des dynamiques sédimentaires
ce qui n'est pas le cas, parce que si on le limite uniquement sur les côtes, on perd toute l'information continentale et les deux sont extrêmement liés. Ce qui se passe dans le continent a une influence énorme sur ce qui se passe au niveau des côtes. Et à la suite de ces études, donc, on peut faire des recommandations politiques et développer un peu des cadres de collaboration comme celui qui nous unit aujourd'hui. En termes d'illustration, le CSE a été impliqué. C'est la première institution à être accréditée au Fonds d'adaptation et la troisième ou cinquième institution à être accréditée au Fonds vert climat. Et dans le cadre de ces deux accréditations, nous menons énormément d'activités sur la gestion des côtes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La photo que vous voyez en bas, je suis justement sur le site de Mbour, de Saly, où nous tenons une réunion sur l'observatoire des zones humides, l'observation des zones humides par satellite. Nous avons accompagné l'État du Sénégal à faire des brise-lames, à stabiliser l'érosion. Et cette érosion qui est stabilisée au niveau de cette côte-là a beaucoup d'impact sur l'économie touristique. Et comme vous le savez, l'économie touristique, c'est la deuxième industrie du Sénégal avec beaucoup d'emplois directs et des centaines de milliers d'emplois indirects. Donc, il n'y a pas une option autre que gérer le transit sédimentaire pour stabiliser des belles plages qu'on a au Sénégal et qui ont attiré beaucoup de touristes. Mais ce n'est pas que seulement l'aspect biophysique et l'aspect économique qui est important dans la gestion des sédiments. Il y a aussi tout ce qui est histoire de la sous-région, les amas coquilliers, les cimetières, les zones qui ont une certaine charge séculaire, ontologique, qui ont une signification parfois religieuse pour les communautés et qu'on ne souhaite pas laisser partir dans l'océan. Ici, c'est des mosquées ou des cimetières traditionnels qui a permis d'établir un peu des liens sociaux entre les communautés et qui sont menacés par le déficit de sédiments. Et donc, nous travaillons aussi dans ce sens-là pour être sûr que les équilibres sociaux que nous visons, les équilibres écologiques et économiques, sont résolus à travers la gestion des sédiments. Sur ce slide, je voudrais simplement montrer l'importance des dynamiques au niveau continental. Avec la sécheresse qui s'est beaucoup accentuée depuis les années 1970, pratiquement 50 ans, où chaque 2-3 ans, nous subissons beaucoup d'impacts liés à la sécheresse, donc les changements climatiques de façon générale, une batterie de réponses climatiques ont été déployées, parmi lesquelles la construction de digues, de retenues, de gestion des terres salées et de déforestation progressivement qui ont entraîné une dénudation des terres cultivées. Et cette dénudation des terres cultivées entraîne des érosions et beaucoup de mobilisation de sédiments. Est-ce que ces sédiments vont arriver au niveau des océans? Pas toujours le cas, parce qu'il y a un processus de colmatage des bas-fonds, c'est-à-dire de remplissage sédimentaire. Et ce remplissage sédimentaire s'accompagne avec le développement de plantes envahissantes, des typhas en réalité, qui finissent par retenir ces sédiments dans ces trucs. Donc, une double perte pour les terres de culture, parce que la fertilité de terre est perdue. Les zones de bas-fond sont de moins en moins dotées d'eau, donc parce qu'il y a le développement des plantes aquatiques. Et donc, il y a une perte économique parce que c'est des activités de pêcherie qui s'y développaient ne s'y développent pas. Et ne serait-ce que pour ces aspects-là, des dynamiques d'érosion, disons, continentaux, il était important de faire un programme intégré de gestion des sédiments pour voir qu'est-ce qui est mobilisé, où est-ce que ça va et quel est le bilan final auquel nous faisons face. Au même moment, comme vous le voyez, les dynamiques côtières s'accélèrent. Ici, c'est à Dionewar où vraiment, pendant que nous faisons tout cela, le changement climatique continue à avoir ses impacts, des mangroves qui sont dégradées, des forêts naturelles qui sont dégradées, et les initiatives qui avaient été mises en place avec des murs de protection n'ont pas fait fortune, simplement parce que ce n'étaient pas des solutions adaptées. Fort heureusement, il y a de nouvelles approches innovantes, des solutions douces notamment,
qui sont en train d'être promus pour régler un peu ces problèmes sédimentaires. Donc, c'est un problème qui est complexe et qui n'est pas lié exclusivement aux zones côtières, mais qui est lié à des processus que j'appelle une approche littoraliste qui va jusqu'au niveau continental et parfois à des milliers de kilomètres. Et l'illustration, elle est là. Les hommes continuent à mener leur pression. Ce n'est pas seulement le climat. Des villes s'installent dans des zones qui sont des zones de passage sédimentaire, sur des flèches particulièrement. Et les infrastructures que nous mettons dans ces zones, l'exploitation du sable marin pour des besoins de construction n'aide pas à, disons, résoudre ce problème des équilibres écologiques auxquels sont soumises nos côtes et tout le littoral de façon générale. Alors, sur le plan des infrastructures au niveau continental, on l'a dit, au-delà des micro-barrages, comme vous le voyez ici, c'est le cas du Sénégal à Mont-Roland, c'est un barrage perché pratiquement qui retient tous les sédiments d'un plateau. Et c'est ces sédiments-là qui venaient non seulement enrichir les sols cultivables dans les dépressions, mais c'était un passage de sédiments pour aller vers l'océan parce que le réseau était ouvert sur l'océan. Et le fait de constituer ces barrages, vous retenez de l'eau, mais vous retenez en même temps énormément de sédiments. Il n'y a pas des moyens pour développer un peu des techniques de dragage qui permettent de faire continuer le sédiment, leur voyage en aval. Et on s'en rend compte le long des fleuves, au-delà des barrages qui sont mis, des déviations d'eau qui viennent avec beaucoup de sédiments, parce que ces sédiments aussi fertilisent le sol. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais en le faisant, il faut savoir l'impact que cela peut avoir et essayer de savoir quelles sont les solutions alternatives en aval pour pouvoir résoudre un peu ces équilibres-là. Donc, il se passe énormément de choses qu'on n'a pas systématiquement compris et qui ont des impacts sur les transits sédimentaires. Tout le monde le connaît. Hein. Quand on était au Japon, on nous a cité les Jeux olympiques des années 50, où il fallait, pour le pays, le Japon, prendre beaucoup de sédiments des fleuves pour faire des constructions. Après, ils se sont rendus compte que ces sédiments-là avaient beaucoup d'importance, particulièrement pour le grand golfe de Tokyo. Et c'est la même chose qui se passe ici. On a le barrage de Manantali, on a le barrage de Diamant. On sait que le transit fluvial de sédiments est un apport extrêmement important, vous allez le voir tout à l'heure, mais malheureusement, les processus de transfèrement de sédiments ne se font pas suffisamment pour qu'il y ait effectivement ces équilibres. Et qui plus est, quand vous regardez sur l'image qui est à votre droite, beaucoup d'infrastructures le long des sites côtiers pour retenir des sables, mais tout sable qui est retenu, c'est du sable qui ne peut pas être inclus dans le processus de transfert par le déplacement des houles de sédiments d'un point à un autre. C'est important de sauvegarder ces sites, mais c'est aussi important de avoir une réflexion beaucoup plus globale de ce transit sédimentaire pour qu'une solution ne crée pas d'autres problèmes sur d'autres entités. Alors, les impacts sont énormes. Quand on ne gère pas ces sédiments, l'impact écologique, l'impact économique, l'impact social, émotionnel est énorme. On sait tout ce qui s'est passé à Saint-Louis, et je vais revenir sur ce processus de Saint-Louis parce que c'est lié à un événement climatique extrême. Il y a une brèche qui s'est coupée et il y a eu un remodelage total des équilibres sédimentaires et des villages ont disparu, des activités de maraîchage ont disparu et c'est des milliards en termes d'investissement d'argent qui ont été perdus simplement parce qu'on n'a pas suffisamment géré les sédiments au niveau de la brèche de Saint-Louis. Donc c'est une brèche qui est très large en ce moment et qui a créé des impacts sur la côte qui sont des impacts qui continuent jusqu'à présent et qui ont des conséquences économiques et sociales énormes. À Differ, sur la flèche de Sangomar, c'est un processus qui a commencé, je crois, en 1987. En 92-93 déjà, les installations sur le site original de Differ ont disparu dans les flots. Et ce qu'on observe, c'est un peu un redéploiement de ces sédiments au niveau de Dionewar. Donc, ça change un peu tout le système de navigation fluviale des Bolons au niveau de Dionewar et les activités économiques principales qui sont la pêche et l'ostréiculture ont été fortement affectées. Donc, c'est important d'en parler parce que les impacts économiques sont énormes. Ici, c'est une carte que j'avais faite dans le cadre de l'Atlas de l'OCDE avec un collègue, Modjo Djonias.
où elle était simple, on a pris un peu la base de données des barrages qui existaient sur l'Afrique de l'Ouest. On s'était retrouvé presque à 200 barrages. Mais si on actualise cette carte, vous allez vous rendre compte que c'est au moins 400 à 500 barrages et micro-barrages qui sont installés sur l'ensemble des rivières de l'Afrique de l'Ouest, sur tous les bassins. Et les quantités de sédiments retenues par chaque barrage sont des centaines de milliards de mètres cubes. Et ça, c'est un réel problème si on n'a pas une approche de gestion de ces sédiments. A priori, ça ne pose pas de problème parce qu'on règle un problème de déficit pluviométrique, donc une question de gestion de l'eau. Mais en gérant cette eau-là, on accentue un autre processus qui a un impact sur, disons, l'économie, c'est la pêche et les ressources halieutiques. Alors, Moussa m'a fait le plaisir de partager avec moi cette diapo que j'aime énormément parce que ça vous montre un peu les origines des sédiments au niveau d'origine éolienne, comme la partie mauritanienne en orange ici, la zone A2. Mais on a beaucoup d'apports fluviaux, surtout au niveau à partir de la Guinée-Bissau jusqu'en Sierra Leone, on en a vers Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle la zone des rivières du Sud. C'est plusieurs petits bassins qui drainent énormément de sédiments vers ces zones-là. Alors, si on fait énormément de barrages sur cette zone, les conséquences en amont, parce que là où suit le trait de côte vers le Togo et le Bénin vont constituer d'énormes problèmes. Et ce n'est pas surprenant qu'il y ait une activité d'érosion extrêmement intense dans ces zones du golfe de Guinée, parce que toutes ces rivières-là font l'objet d'installations, disons, de barrages, et l'apport sédimentaire principalement, c'est des transferts fluviatiles directs et des transferts sédimentaires fluviaux. Mais il y a des zones qui n'ont aucun apport, par exemple la Grande Côte sénégalaise, et qui dépend énormément des apports désertiques pour pouvoir y arriver. Maintenant, on sait qu'au niveau de la Mauritanie, il y a des ports qui ont été, si vous regardez l'environnement du port de Nouakchott, vous voyez beaucoup de retenues de sédiments en amont, et donc c'est un manque à gagner sur les grandes côtes sénégalaises. Rien que cette figure justifierait une approche régionale de gestion de ces sédiments, parce que chaque zone a une contribution qui va bénéficier à l'autre zone qui est plus au sud. Et le fait de ne pas intégrer les approches entraîne des déficits qui ont des conséquences énormes sur les activités économiques de la sous-région. Maintenant, je reviens sur la coupure de la brèche. Et là, je crois que c'est important qu'on intègre dans cette réflexion sédiment les événements extrêmes qui sont en train de se dérouler. Que s'est-il passé? Le fleuve Sénégal est régulé par deux barrages, le barrage de Manantali et le barrage de Diama. Mais on sait que le pic de la saison, c'est au mois d'août-septembre. Et pendant plusieurs années, le signal de la crue s'est montré extrêmement menaçant pendant le mois de septembre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de septembre de l'année 2003, le trait en rouge, cette crue a été hyper exceptionnelle. Et donc, c'était très dangereux de retenir l'eau à Manantali. Il fallait faire nécessairement des lâchers, en sachant que ça va avoir beaucoup d'impact sur le reste du parcours de l'eau. Et donc, c'est en septembre 2003 qu'on a décidé, pour que cette crue ne puisse pas continuer, couper la brèche et voler. À partir du moment où on a coupé la brèche vers un peu avant, au début du mois d'octobre, évidemment, cette crue s'est baissée très rapidement, mais les conséquences, nous les gérons jusqu'à présent. De 2003 à maintenant, c'est plus de 20 ans où nous gérons les conséquences d'un événement extrême qu'on n'a pas suffisamment prévu, qu'on n'a pas suffisamment intégré dans nos modèles. Donc, c'est important dans la réflexion de la gestion des sédiments d'intégrer ces événements extrêmes, surtout dans le contexte où on a, disons, anthropisé les équilibres des fleuves où le transit sédimentaire se fait et c'est important de considérer cela. Maintenant, je vais, avant de finir, vous montrer un peu cette diapo qui montre que c'est au-delà du transit sédimentaire, c'est la gestion de plusieurs choses à la fois, y compris la pollution de l'eau. Parce que s'il y a des colmatages ou des pertes de sédiments dans une zone, c'est tout l'écosystème qui est changé. La construction des ports, la construction d'infrastructures, tout ce qui est construction entraîne des arrêts de transit. L'utilisation des sédiments pour la construction est un problème. Le ralentissement des sédiments d'origine fluviale est un problème.
Et je crois que c'est en regardant the big picture, l'image dans son ensemble, qu'on parvient à voir un peu comment les différentes connexions peuvent s'établir pour apporter des réponses appropriées. Et pour le suivi, je ne vous apprends rien. Il y a énormément d'instruments qu'il faut mettre en place pour faire des relevés bathymétriques, pour analyser les courants, pour faire le suivi des mouvements des sables, pour faire l'analyse morphologique des sables, et puis aussi des relevés par image satellitaire. Et c'est bien cela que nous sommes en train de faire ici à Ouakam, dans le cadre de l'unité que gère Dr Sall, avec la mise en place de l'observatoire, avec l'appui des collaborateurs comme Cérément et l'UCN. Et ce travail-là, s'il se fait, ça va être un début pour les solutions que nous envisageons. En conclusion, bon, les leçons apprises sont importantes et le niveau d'organisation qui doit aller avec ces leçons apprises, ce niveau d'organisation doit être amélioré, y compris les législations. Donc, c'est un facteur complexe et il n'y a pas de solution parfaite. Et on ne peut faire que minimiser les impacts, mais il faut le faire. Il faut le faire en essayant de connecter les connaissances aux besoins et d'aller au-delà des discussions dans la pratique de la gestion des sédiments de façon intégrée. Voilà, Monsieur le Président, l'économie de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Mbo, pour cette présentation très riche et très dense qui donne beaucoup